Merci d'être présent aujourd'hui. La salle est remplie et c'est bien agréable. Nous accueillons Michelle Mieli qui est venue nous parler de l'éducation aux États-Unis et la question du multiculturalisme. Elle a toujours travaillé dans le monde de l'éducation. Elle est professeure ici et elle enseigne la gestion interculturelle, l'éthique et la négociation, parmi d'autres sujets. Votre carrière vous a emmené à être une spécialiste dans la culture et vous êtes très sensible aux projets qui donnent accès aux minorités. Et vous travaillez pour comprendre les dynamiques dans la construction des identités à travers l'anthropologie et la sociologie. Aujourd'hui, vous êtes présent pour parler de l'avenir de l'identité aux États-Unis à travers le multiculturalisme et à travers le prisme du nationalisme. Merci, Claire. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de faire partie de ce festival chaque année. C'est toujours un grand plaisir de voir ce qui se passe à GEM en ce moment. Et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'on parle de mon pays. Et il est nécessaire de réfléchir d'un point de vue nativiste et non nativiste. Et c'est mon privilège de partager mes pensées avec vous. Si mes propos ne sont pas clairs, notez vos questions, on les prendra à la fin. Moi aussi, je vais vous poser des questions. N'hésitez pas à tout moment d'intervenir si vous le souhaitez. Je vais vous parler de sujets importants et j'ai peu de temps, donc je vais essayer d'être efficace ce matin. Lorsqu'on parle de la mondialisation, de la colère, cette colère qu'on voit partout, qu'on voit depuis des décennies maintenant, la question du multiculturalisme, de la diversité, et le rôle de l'éducation supérieure dans ce mélange, ça représente beaucoup de sujets. On va parler de quelqu'un qui est important et qui devient de plus en plus connu dans le temps. C'est un philosophe qui s'appelle Richard Rorty. Peut-être que vous le connaissez et vous êtes peut-être fan. On va parler de Rorty et voir pourquoi il est important lorsqu'on parle de ces questions. Il a fait la plupart de ses travaux entre l'Université de Chicago et Yale. Il a fait un doctorat en philosophie. Il a fini sa carrière à Stanford University et il est décédé en 2007, malheureusement d'un cancer du pancréas. Mais jusqu'à la fin, il travaillait encore à la radio et il écrivait. Et il s'est identifié comme un philosophe analytique, à l'opposé des courants philosophiques qui avaient lieu en Europe. Il était plutôt anglo-saxon. Et puis, il y a eu un changement. Il a lu les travaux des philosophes du 19e. Il faut que je ralentisse. Il lisait les travaux de John Dewey, William James, Darwin, et il s'intéressait à la philosophie pragmatiste et il commençait à réfléchir à comment la philosophie pourrait être utile au niveau politique, pourrait être utilitaire. Et il parlait à beaucoup de gens en disant qu'on était juste en train de rajouter aux travaux de Platon. Il voulait autre chose. Il a écrit La philosophie et le miroir. Et il a écrit également Contingency, Irony and Solidarity et il est très connu pour toutes ses œuvres. Nous allons regarder des essais, Achieving Our Country, Leftist Thought in the 20th Century. Et ce livre a été publié il y a 20 ans. C'est intéressant que nous avons un anniversaire de 2 décennies maintenant. Il a examiné les travaux de John Dewey et de Walt Whitman et il essaie de mettre en avant un nouveau pragmatisme. Et il sentait que la gauche américaine était en train de repousser les électeurs, surtout les universitaires et les élites. Et il disait qu'il n'y avait pas de solution. Il ne proposait pas de solution et critiquait les États-Unis. Et le patriotisme n'a jamais été populaire sur la
dans la gauche, mais ça devenait problématique parce qu'ils perdaient des voix. La droite devenait de plus en plus religieuse et la gauche de plus en plus séculaire. Et l'académie devait y travailler. La philosophie avait son mot à dire également. C'est une citation que je veux partager avec vous. On l'a beaucoup partagée récemment. Donc, en 98, les membres des syndicats et des travailleurs vont bientôt se rendre compte que leur gouvernement n'essaie même pas d'empêcher les salaires de tomber ou de prévenir l'exportation du travail. Donc, c'était au début des problèmes de l'offshoring du travail. Et en même temps, ils vont se réaliser que les travailleurs blancs qui vivent à l'extérieur des villes, qui avaient peur de rétrograder, ne voulaient pas être taxés pour fournir des bénéfices sociaux aux autres. Et à ce point-là, quelque chose allait casser, il y allait avoir une rupture. Donc, les personnes qui soutenaient les travailleurs étaient la gauche qui soutenait les syndicats. Et ça s'est arrêté dans les années 90. Et ça allait de pas avec la prospérité économique, avec les politiques néolibérales et la libéralisation. La gauche a commencé à abandonner ses travailleurs, c'est leur base, et en même temps, ces travailleurs perdaient leurs emplois. Et donc, il y a eu rupture, et donc l'électorat des villes allait décider que le système avait échoué et allait chercher un homme fort à élire qui allait les assurer que les bureaucrates, les avocats et les professeurs postmodernes n'allaient plus décider de l'avenir. C'est intéressant de voir que Riordan, à cette époque, constatait que ça allait développer. Ce populisme existait déjà aux États-Unis. Mais depuis les Lumières, on a pu voir l'origine des identités qui nous hantent. On aimerait bien avoir cette identité cosmopolite internationale qui est partagée par une citoyenneté démocratique mondiale. En 90 et 2000, on parlait beaucoup du multiculturalisme et on voulait intégrer les minorités et les immigrés, si vous voulez les appeler les minorités ou les personnes avec des origines différentes. C'était un problème. Et la philosophie n'a pas pu vraiment traiter ce problème. Il y a eu beaucoup de penseurs à cette période qui examinaient les aspects éthiques du multiculturalisme. Martha Nussbaum est intéressante. Elle parlait beaucoup de l'éducation cosmopolite et c'était important pour elle de réfléchir à comment on pouvait aimer ce qui est différent, ce qui est étrange et accueillir l'humanité, comprendre l'humanité dans ses aspects bizarres. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais cela indique qu'il faut trouver une manière d'aimer l'autre. Une autre personne qui a travaillé sur cette question est Anthony Appiah à Princeton. Il a travaillé sur cosmopolitanism. Ça vient du philosophe latin à Rome, Terence. Son travail concernait l'idée de l'humanité. Les Homo sapiens devraient être suffisants pour se relater. Et le reste, c'est du constructivisme social. J'y reviendrai par la suite. Si on y réfléchit depuis 2 décennies, si on regarde les travaux de Riordan, il a dit « Nous sommes en train d'ignorer la classe moyenne qui se sent exclue et nous enlevons les droits des travailleurs de la classe moyenne, les boulots disparaissent et leur pouvoir d'achat était en train de baisser aussi. » En même temps, il y avait des guerres identitaires qui commençaient. Si on regarde, on voit l'hyperpolarisation des partis politiques aux États-Unis. C'est un vieux problème. On peut retourner jusqu'à la guerre, les guerres de séparation, que ça existait déjà. On en parle dans la science politique. Et tout ceci a mené à un sentiment populiste. Et la colère maintenant est mondiale. Il faut voir comment la colère est maintenant un phénomène mondial.
J'espère que ma vitesse est bonne. Il y a beaucoup d'universitaires qui ont peur de Trump. C'est facile de critiquer Trump, de faire du Trump bashing, et il faut résister cela. Et il faut réfléchir à tout ça de manière logique et sur une base historique et voir que nous sommes des citoyens avec des responsabilités dans notre démocratie. Il ne faut pas choisir le chemin le plus simple. Il y a un journaliste indien qui s'appelle Pankaj Mishra qui examine cette question de mondialisation de la colère. Et en Inde, il voit que cela arrive entre les hindous et les musulmans dans son propre pays. Et c'est très virulent ce qui se passe. Et il dit que nous sommes dans une période très colérique. Et c'est ce qu'on voyait aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Il a vu cette ambiance de suspicion mondiale, de panique, et il a trouvé que c'était vraiment très prédominant aux États-Unis. On peut parler des mouvements djihadistes, la radicalisation des jeunes et d'autres types de mouvements. L'épidémie de fake news, le darknet et les discours de colère aux États-Unis sur les universitaires. On parle beaucoup de la différence entre la colère et la liberté de l'expression. Où se trouve la différence? Où est-ce qu'on doit mettre les lignes? On voit ça aux États-Unis, mais partout. Lorsqu'on parle de l'identité et la politique identitaire, il faut continuer à réfléchir au multiculturalisme. On a vu que nous avons des privilèges. Nous sommes privilégiés si nous sommes ici et nous avons le droit de parler de l'identité. Et beaucoup de gens n'ont pas le droit de le faire. Et ceux qui n'ont pas le droit de le faire n'aiment pas qu'on leur dicte les idées que vous pouvez avoir. Cette idée de politique identitaire et du politiquement correct est devenue une obsession dans l'académie, dans les universités, basée sur les mouvements des droits civiques, la lutte pour les droits des Afro-Américains. Nous avons vu que c'était le début d'une lutte inclusive pour reconnaître les groupes qui ont été opprimés. Mais il y a des problèmes avec cela. C'est très fragmenté au niveau politique aux États-Unis et les gens radicalisés deviennent de plus en plus religieux. Et la politique identitaire a vraiment remplacé les débats sur la politique. Votre génération, par exemple, ne pourra pas acheter les mêmes maisons que vos parents achetaient. Ce sont de vrais problèmes qui devraient nous concerner. Comment payer l'éducation aux États-Unis? C'est presque impossible maintenant. Et on considère maintenant que l'éducation supérieure est un mauvais investissement maintenant parce que c'est tellement cher et il y a un faible retour sur cette éducation. Nous avons des vrais problèmes que nous devons étudier et nous ne le faisons pas. Nous avons besoin de boulot, nous avons besoin de commerce et je pense que la gauche libérale aux États-Unis fait partie du problème aujourd'hui et il faut regarder cela en face. On ne doit pas s'auto-flageller, mais on doit reconnaître que nous faisons partie du problème. Et nous devons repenser l'avenir et comment nous allons parler de la politique identitaire à l'avenir. Nous devons réfléchir à cette colère un peu plus parce que nous l'avons également aussi. Si vous regardez comment on parle des personnes de l'autre côté du spectre politique. Revenons maintenant à 98. Une chose qui est très probable, c'est que les gains qu'on a eus depuis 40 années par les Noirs, les autres, les homosexuels seront éliminés. Le concept pour les femmes vont revenir à la mode. Les mots « nigger » et « kike » vont être entendus sur les lieux de travail à nouveau. Tout le sadisme qui devrait être inacceptable pour les étudiants reviendra. Tous ces mauvais sentiments que les gens peu éduqués peuvent ressentir quand
leur ligne de conduite est dictée par les gens éduqués, ce deviendra problématique. Donc, Rorty a parlé pensé à cette colère qui allait revenir quand les gens se sentiraient libres de dire ce qu'ils pensaient, mais qu'ils n'avaient pas le droit de dire par le passé. Les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre, le philosophe Hannah Arendt, je pense que vous connaissez son nom, quand elle couvrait le procès Eichmann en Israël en 1963, elle voulait comprendre. Hannah Arendt est créditée pour la notion de crime contre l'humanité basée sur ses écrits après avoir observé les procès Eichmann. Elle essayait de comprendre quel sujet historique Eichmann, in fine, suivait des commandes pour organiser des trains pour emmener les Juifs dans les camps d'extermination. Il organisait le transport, c'était un logisticien et il suivait les ordres. Mais quel type de sujet historique ne peut se satisfaire de juste suivre les ordres? Quelle est l'intention qu'on peut avoir lorsqu'on suit les ordres, lorsqu'on obéit? Est-ce que vous pensez à votre intention ou est-ce que vous suivez ces ordres de manière aveugle? Qu'est-ce qu'on banalise? Est-ce qu'on banalise la non-réflexion? Et c'est une vraie question. C'est une question plus intéressante que de banaliser les actes de evil. C'est vraiment banaliser les crimes contre l'humanité et ça banalise tout type de mauvais comportement et c'est lié au comportement qu'on peut avoir aujourd'hui. Des idées, des réflexions. Je vais vous poser des questions. Nous avons regardé Rorty et comment Rorty, en 1998, a déjà prévu ce qui allait arriver. Et il a dit que les universitaires de gauche sur les campus universitaires aux États-Unis principalement, c'est une conceptualisation séculaire de l'activité politique. Il lie tout cela au problème de l'identité et il dit quelque chose va se passer si on n'arrête pas. Et maintenant, on voit que depuis cette époque, Rorty était avant les médias sociaux et la nature virale de l'information qu'on a maintenant. Mais je ne pense pas qu'il a complètement prévu ce qui allait arriver lorsqu'on pense aux élections et à la manière dont les partis sont de plus en plus divisés à cause des médias sociaux. Peut-être qu'il faut être plus pragmatique et Rorty nous rappelle que la philosophie est également la pratique de la pensée, la pratique de la politique. Et s'il n'y a pas d'objectif, c'est uniquement un discours. Si on regarde les vrais problèmes, la hyperpolarisation de l'électorat qu'on constate également en France et en Angleterre en ce moment, on observe que même au sein des familles, il y a des ruptures, des couples qui se séparent, des frères et des sœurs qui ne se parlent plus à cause des élections américaines. Et la même chose arrive en Angleterre à cause du Brexit. Ce sont des questions qui divisent, qui peuvent détruire des familles. Et cette polarisation est quelque chose que nous devons commencer à traiter. Et nous devons trouver des réponses pour éviter de prendre parti. Et c'est difficile de ne pas prendre parti quand on est passionné. Il y a beaucoup d'émotions dans ces guerres identitaires. Donc, comment est-ce que ces questions d'identité se déroulent, que ce soit des questions d'identité culturelle, de genre, d'identité politique? Et comment est-ce qu'on les traite dans les universités? Qu'est-ce qui se passe dans nos domaines éthiques et intellectuels lorsque nous étudions, nous faisons de la recherche ou nous sommes de simples citoyens qui voulons nous éduquer et mieux nous armer? Qu'est-ce que nous pouvons faire de différent? Quel type d'activité pratique est-ce que nous pouvons commencer?
Je pense que beaucoup d'entre nous faisons énormément et les gens participent, mais il faut vraiment réfléchir à cette question pour savoir où on se positionne et qu'est-ce qu'on peut faire et de questionner la nature de votre travail. Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos travaux qui peut servir un objectif différent? Dans les universités, est-ce que nous examinons suffisamment ce que Pankaj Mishra appelle la mondialisation de la colère? Il ne faut pas banaliser nos différences, nos biais. Il faut parler aux gens qui sont différents, tendre la main. C'est différent parce que nous sommes dans des chambres de résonation, des echo chambers, et c'est difficile de parler avec les autres. Ce n'est pas confortable. Ça nous force à sortir de nos zones de confort, et c'est exactement ce que nous devons faire. Et il y a vraiment des initiatives très intéressantes. Je vous encourage à visiter un site web qui s'appelle Better Angels. Better Angels est un projet intéressant aux États-Unis qui force des conversations entre des républicains en colère et les démocrates convaincus. Et ils encouragent les gens à se parler à travers les médias sociaux et ça marche. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des questions qu'on peut examiner. Lorsqu'on regarde les universités américaines, nous sommes vraiment racinés dans le relativisme culturel et le politiquement correct. Il y a des manières de parler qui nous restrictent, qui nous empêchent de parler vrai. Et je pense qu'il faut s'en soucier. Est-ce qu'on peut se parler de manière naturelle encore? On ne peut pas continuer ce discours politiquement correct. La droite le considère comme une manière de contrôler la pensée. Ils ont créé une liste des professeurs les plus dangereux et Richard Rorty se serait trouvé en tête de cette liste à l'heure actuelle. Donc, les professeurs avec des idées séculaires, politiques, politiquement correctes, vous pouvez chercher ça sur Google et vous allez trouver ces listes. On les dépeint comme étant les vrais totalitaires dans le pays. On voit les personnes de la gauche leurs images qui sont photoshopées pour ressembler à Hitler. Et la politique identitaire nous sépare plus que nous rassemble. Et le problème est vraiment la fragmentation. Plus on identifie les minorités qui ont été opprimées et on les protège, plus il y a un besoin de plus de reconnaissance. Il n'y a pas de fin lorsqu'on commence. Et ça peut nous empêcher de traiter les vraies questions de notre pays, les questions économiques parmi d'autres. Il y a également des questions écologiques, mais le problème numéro un en ce moment dans l'idéologie du populisme que nous vivons sont liés aux problèmes économiques et ce n'est pas une surprise. Il y a beaucoup de questions. C'est difficile de parler du relativisme culturel parce que ça nous mène vers l'absolutisme et il faut trouver quelque chose au milieu où on peut avoir des conversations, où on peut être confortable à exprimer des idées qui ne sont pas politiquement correctes. Et on doit se donner de la place dans le monde universitaire qui surprennent, qui choquent, qui sont insensibles. Parce que sinon, on ne laisse pas le droit aux gens d'avoir des débats. Sinon, on va devoir on aura des problèmes avec une plus grande diversité de gens sur nos lieux de travail. On va regarder quelques questions supplémentaires sur le monde universitaire. Et puis, je prendrai vos questions. Comme je l'ai dit, si on commence avec des étudiants qui ne sont pas des gens honnêtes et décents quand ils arrivent à l'université, il y a très peu de choses que nous pouvons faire. S'ils ils sont propices à vouloir forniquer et pratiquer la sodomie. Ce n'est pas
ça n'intéresse pas l'université. Mais si les étudiants ne sont pas intéressés dans la quête pour la justice sociale, ou s'ils sont vraiment égoïstes, fondamentalement égoïstes, et ils n'ont pas intérêt dans la société, là, l'université doit se poser des questions. Et je dirais que je ne ferai pas confiance à l'administration de gérer cette question, mais peut-être que la faculté devrait se dire, nous faisons partie d'une grande tradition morale, une tradition de progression américaine. Nous avons la tradition de la New Deal et le mouvement des droits civiques. Nous avons été les leaders moraux du pays. Et si nous ne sommes plus la conscience du pays, il y a vraiment un problème. Si la faculté conclut que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Peut-être rien comme organisation, mais peut-être qu'au niveau personnel, on peut faire quelque chose. Peut-être qu'on devrait parler plus de la pitié, de la charité dans nos cours magistraux. Et ce qu'il veut dire, c'est si vous ne créez pas de l'espoir au niveau des universités, l'espoir du changement ou d'une action positive dans la société, particulièrement dans le monde économique, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de l'éthique dans nos leaders futurs. Quel est notre intérêt sinon? Quel est notre rôle sinon? On ne doit pas juste pousser une seule vision du multiculturalisme ou de l'éthique. Je pense qu'il a besoin d'une diversité de visions et que les étudiants s'engagent. Et je pense qu'il y a des étudiants qui ne s'intéressent pas à la justice sociale, aux inéquités fondamentales dans la société, les problèmes des minorités. Vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à cette question, mais il y a des principes fondamentaux de la décence humaine auquel il souscrit en tant que pragmatiste et on doit y réfléchir aujourd'hui pour l'avenir. Et Riority, s'il était avec nous aujourd'hui, il voudrait parler avec nous de ces questions et il nous pousserait à identifier nos biais implicites et nos hypothèses sur les autres qui ont voté pour Trump et les autres qui sont à l'opposé du champ politique qu'on voit comme non progressiste. Donc, peu importe le côté du spectre qu'on se trouve, il est important de discuter, de travailler avec les Better Angels ou d'autres groupes qui peuvent forcer la conversation. Donc, je vais m'arrêter là et là, je vais ouvrir le débat. Si vous avez des commentaires ou des questions, réfléchissez. Je suis là et je suis prête à prendre vos questions, à partager vos idées, mais il faut absolument utiliser un microphone, s'il vous plaît. J'ai lu qu'il faut parler d'adversaires plutôt que d'ennemis récemment. C'est quelque chose que j'ai lu. Est-ce que vous êtes d'accord ? On devrait parler d'opposants. Est-ce qu'on devrait réfléchir plutôt aux adversaires et plutôt qu'aux ennemis? Oui, quels sont les mots qu'il faut utiliser pour parler des autres? Je pense que nous sommes tellement incrustés dans nos différences que c'est vraiment... il s'agit de conditions d'avant la guerre civile. Donc, il y a les deux groupes ethniques au Rwanda qui ont vécu en paix pendant des années. Et ce qui était intéressant, c'est que les leaders, les autorités qui parlaient du problème à la radio faisaient en sorte que c'était OK pour que un groupe détruise l'autre groupe. Donc, cela a permis un changement. Si tout est OK, si on peut parler d'ennemis, si on peut parler des gens comme cela, eh ben, à ce moment-là, on accepte même l'idée de génocide. Donc, il faut être très prudent lorsqu'on parle de l'autre. Donc, c'est très important de choisir les bons termes. Donc, on peut peut-être parler de l'opposition ou alors, comme on l'a déjà dit, il faut voir l'autre comme quelqu'un qui a le droit d'avoir son point de vue et quelqu'un qui doit mériter un débat. Donc, il y a des gens qui sont réellement nos ennemis, par contre, parce qu'ils sont mauvais. Donc, on peut
faire la différence entre les deux, mais notre façon de parler de l'autre est importante. Ce que vous dites sur les réseaux sociaux, par exemple, à propos des autres, c'est ça le test. Est-ce qu'on dirait la même chose si on avait la personne en face de nous? Et puis après, il faut qu'on se mette d'accord sur un langage spécifique. Merci pour cette question. Oui, merci. Extrêmement riche. Je voulais vous demander, est-ce que Bock-Côté fait du bruit aux États-Unis? Parce qu'en France, on commence à l'entendre, et je pense que c'est le premier à avoir, enfin dont j'ai eu conscience, votre réaction, c'est-à-dire à dire il faut arrêter. Il faut arrêter d'aller dans cette fragmentation, dans cette réduction à Hitler Room permanente qui antagonise, enfin je ne sais pas comment dire ça, antagonizes les gens. Donc, est-ce qu'il est écouté? Est-ce qu'on peut l'entendre? Je sais qu'en France, on commence seulement à l'entendre. Et le corollaire de la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce n'est pas aussi une question de génération? C'est-à-dire que les gens qui enseignent dans les universités ce genre de discours ont souvent 50, 60, voire plus. Je connais une dame à NYU qui a beaucoup plus, qui continue d'enseigner, qui m'a expliqué que les Afro-Américains avaient tout inventé, tout, hein, et que nous n'étions rien. Bon. Alors, quand on pousse à cet extrémisme, il faut s'attendre aussi à avoir un petit retour de bâton, je pense. Donc, est-ce que ce n'est pas une question de génération, avec aussi maintenant les médias qui peuvent reprendre n'importe quoi, enfin, comme une traînée de poudre? Le nom de la personne, est-ce qu'on parle, le premier nom que vous avez dit? Bock-Côté. C'est un Bock-Côté, c'est un Canadien. Ah oui, il a écrit sur le multiculturalisme. Oui. Je dois avoir les références de son Oui, bouquin, oui. là. Oui. Et bon, c'est un livre que j'ai trouvé intéressant parce qu'il remet en cause. Je vois. Oui, oui. Les Canadiens. Enfin, le Canada, c'est particulier. Il souffre beaucoup. Oui, c'est intéressant le Canada vis-à-vis des États-Unis. Même les gens de droite au Canada, ils doivent parler comme des gens de gauche pour être élus. Donc, c'est très différent. Mais voilà, juste pour revenir sur la question, peut-être on va se concentrer sur la question vis-à-vis des Afro-Américains. I'll switch back to English. Et là, je m'exprime en anglais. La question, c'était se concentrer sur comment les Canadiens, les penseurs canadiens différents, comment est-ce qu'ils voient le multiculturalisme du point de vue canadien. Et il y a ce problème générationnel. Est-ce que c'est générationnel, notre façon de voir le multiculturalisme? La réponse à cette question est bien sûr, parce que les gens qui ont vécu le mouvement de droits civils n'ont pas la même vision. Ou les gens qui ont souffert à cause de ce mouvement n'ont pas la même vision. Donc, cela dépend de son expérience. Beaucoup de gens disent que les États-Unis... Les gens me posent la question, pourquoi est-ce que les Américains sont tellement religieux? Peu importe les raisons, pourquoi la droite est devenue une force politique et le droit religieux, une des raisons, c'était à cause de la déségrégation. À cause des gains du mouvement de droits civils, beaucoup de gens pensaient qu'on n'avait plus le droit, et ça fait partie du problème d'aujourd'hui, que la structure de permission ne leur permettait pas d'être ouvertement racistes ou d'être discriminatoires. Et c'est dur de changer cette attitude-là du jour au lendemain, surtout dans le Sud, où ça avait toujours été c'était établi. Les Afro-Américains étaient des personnes inférieures, une race inférieure. Et c'était le concept utilisé, race inférieure. Donc, c'était quelque chose qui était endémique au sein de la population. Il y avait beaucoup de biais, beaucoup de préjugés. Donc, dans les écoles déségrégées, où il y avait une déségrégation, et il y avait des écoles bibliques aux États-Unis, elles n'acceptaient pas les personnes de couleur. Et donc, le gouvernement américain a dit, voilà, on va vous enlever votre statut sans taxe, parce qu'il faut accepter ces minorités. Et si vous n'acceptez pas ces minorités-là, vous payez des taxes. Et donc, il y a ce mouvement de droit religieux qui commençait à être un peu politique. Donc, ce genre de choses-là, ce sont des choses générationnelles et il faut
étudier l'histoire de ces choses-là. Les jeunes aujourd'hui, je pense, en fait, j'aimerais connaître la vie des étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent parce que vous avez des débats sur les homosexuels, les gens de couleur, et il y a des choses que je ne comprends pas. Vous parlez d'orientation sexuelle, de groupes minoritaires. Beaucoup de jeunes sont étonnés de ce débat qui a lieu entre les personnes qui appartiennent à la génération de leurs parents. Donc, il y a beaucoup de mélange aujourd'hui, beaucoup de mobilité, une mobilité d'idées, pas seulement une mobilité parmi les personnes. Et ceci est quelque chose de positif. Mais le côté négatif, c'est que ces gens qui sont dépossédés ne font pas partie de ce processus de mondialisation. Ils n'ont pas le privilège des cosmopolites qui nous préoccupent aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci pour cette lecture-là. De mon point de vue, l'autocritique d'universitaire, c'est quelque chose qui est très important. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller plus loin, plus profond? À mon avis, les universités devraient aider à reconstruire une société qui voit énormément de divisions. À mon avis, c'est très important et c'est plus important. Il faut aider à reconstruire la société en tant que communauté. Je pense que ce que vous essayez de dire, c'est qu'au lieu de se préoccuper de nos péchés du passé, il faut se projeter à l'avenir et trouver des façons de créer une communauté. Je suis d'accord avec cette notion. Une des choses que j'ai vues, c'est intéressant. Parce que on le voit de plus en plus. Le plus on reconnaît la diversité, le plus il faut reconnaître des jours fériés officiels pour des groupes minoritaires. Le plus il faut reconnaître également différents types de personnes. Lorsqu'on parle de genre, par exemple, la France, par exemple, a une approche très intéressante vis-à-vis du genre. Donc, avec son passé égalitaire. Et oui, parce que la France s'est concentrée sur tout ce qui est égalitaire pour surpasser ce problème. Et lorsqu'il s'agissait des lois sur les écharpes portées par les dames musulmanes, c'est très intéressant. Il y avait une idéologie ou un dogme de fondation. Aujourd'hui, la France n'a pas besoin de reconnaître toutes ces diversités. Et le modèle anglo-saxon a dû reconnaître ces diversités. Et cela revient à l'époque des Lumières. Cela a démarré à cette époque-là, où il y avait ce mouvement libertaire, il y avait reconnaissance de différence, de tolérance. Si on revient à Voltaire, ils sont traités sur la tolérance. Lui, il a admiré l'Angleterre et sa capacité de reconnaître les différences. Et il a vu, pour lui, la France était très différente. Ce n'était pas la France séculaire d'aujourd'hui. Mais la capacité de la France à s'éloigner de ce problème, c'était grâce à cette idéologie égalitaire. Et au sein des universités, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que vraiment, les Américains ne pourraient pas émuler cette attitude-là, mais ils aimeraient bien l'émuler. Mais bon, il y a également cette question de sécurité sociale qu'on aimerait bien voler. Je me posais la question, merci de cette conférence très intéressante, mais la vraie question qu'il faut se poser en tant qu'universitaire au sein d'écoles américaines, à qui est-ce qu'on s'adresse? Parce que l'influence me paraît assez limité. Comment est-ce qu'on peut équilibrer ce populisme politique grandissant qui a atteint les masses que nous n'atteignons plus, en fait? Est-ce qu'on peut encore atteindre ces personnes-là, cette masse-là? Oui, une question sympa, merci. Est-ce qu'on parle uniquement entre nous? Et c'était la préoccupation de Rorty.
il y avait un professeur de Stanford qui a commencé les premiers MOOC. C'était son idée à lui, d'ailleurs. Il disait que c'est sympa d'avoir 200 étudiants très intelligents, mais je parle uniquement à ces étudiants-là. Mais je peux parler à d'autres personnes. J'ai d'autres choses à dire à d'autres personnes. Et cette idée-là est très importante. Il y a de nouveaux modèles qui émergent, des modèles d'éducation. À cause des coûts aux États-Unis, on voit l'évolution des universités gratuites en ligne, open source. Et je pense que il y aura une partie de la population qui va dire on n'a pas besoin d'un bachelor pour montrer qu'on est intelligent. Et il y a la technologie donc qui va offrir une solution et qui nous pousse à réfléchir autrement plutôt que d'avoir ce groupe d'élite. Donc, il y a cet élitisme que nous sommes en train de promouvoir. Même s'il y a une homogénéité culturelle, les gens qui viennent à l'université viennent de la même démographie sociale. Et je pense que c'est ça la vraie question. Comment est-ce qu'on va au-delà? Et Rorty, c'est ce qu'il voulait qu'on fasse. Lui, il était très actif en termes de syndicats. C'est pour cela qu'il aimait Karl Marx. Pas seulement pour ses idées, mais également pour son activité. Il a dit, voilà, Marx était engagé auprès des travailleurs. Il s'intéressait aux travailleurs. Engels parlait aux travailleurs, aux ouvriers dans les usines au Royaume-Uni au XIXe siècle. Et c'est ça l'idée. Les universitaires, lors de leurs recherches, peuvent jouer sur beaucoup de plans, mais être en même temps très engagés. Donc, des poursuites intellectuelles ne sont pas obligées de se prendre trop au sérieux, mais en même temps, à notre niveau en tant qu'universitaire, on peut faire quelque chose, on peut s'engager dans quelque chose, faire un changement. Et je pense que vous avez raison. On doit essayer de publier nos idées dans des endroits où c'est pas seulement des universitaires qui lisent ce que nous publions. Cela veut dire qu'il faut faire plus d'éducation des communautés, il faut travailler avec des universités gratuites ou les universités entre interâges. Je pense qu'on peut faire des choses, plus de choses localement. Oui. Et son curseur un peu plus situé à gauche, peut-être de leur au niveau sociétal. Mais il me semble, à vous de confirmer, que le sort des Amérindiens là-bas est loin d'être enviable, même pire peut-être que par rapport aux États-Unis. Ouais. Donc même dans une société, donc c'est pas seulement le curseur qui dicte des choses, il y a peut-être autre chose de beaucoup plus profond. C'est clair. Yes. Oui, c'est une question concernant la condition des Amérindiens au Canada. Et c'est une situation très triste. En fait, j'ai parlé à un avocat qui travaille sur la représentation des gens séparés, des enfants. Comme pour les aborigènes, les enfants qui sont séparés de leurs parents, qui sont placés dans des centres de rééducation pour être élevés à la façon canadienne, par exemple. Donc, il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont lieu. Et je pense que cela fait partie de nos sociétés qui sont construites comme elles sont. La violence fondamentale qu'a créée les Amériques, par exemple, cela fait partie de quelque chose que nous emportons avec nous. Et c'est pour cela que nous avons ces programmes de discrimination positive, d'action positive. Ce sont des choses qui sont liées à nos péchés originels. Surtout lorsqu'il s'agit de nations d'immigration où il a fallu organiser des génocides et il y avait l'esclavage également. Donc le Canada est différent aujourd'hui. Le Canada est plus européen en termes de son influence et par rapport aux États-Unis. Le Canada regarde un petit peu plus en dehors de son pays, mais a des problèmes similaires étant donné son histoire. Nous sommes 2 colonies, mais des colonies qui ont bien réussi, donc 2 colonies du Commonwealth britannique. Donc, il y a une certaine continuité, si vous voulez, en termes de l'esprit du Commonwealth, de l'impérialisme dans les 2 pays. C'est quelque chose que nous voyons. Une question? C'était, qu'est-ce que vous pensez à propos de ces propos de Robert Reich?
C'est l'ancien secrétaire au travail de Bill Clinton. Oui. Il disait The only way forward to a system. La seule façon d'avancer pour la majorité, c'est de s'organiser et d'être actif politiquement. C'est-à-dire, le reste d'entre nous doivent faire ce qu'on peut faire de mieux avec nos voix. Nous devons essayer de changer la situation. Thank you. Oui, Robert Wright, merci, c'est sympa. Oui, il a raison, Robert Wright. Il faut faire quelque chose. Mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que les riches doivent continuer à s'enrichir et nous, on fait notre truc dans notre coin. Je vois ce qu'il dit et c'est pris un petit peu en dehors du contexte. Mais un des problèmes de la prospérité, c'est que nous sommes dans une période prospère aujourd'hui. Nous pensons qu'il y aura toujours cet effet de Keynes. Donc, les pauvres vont devenir moins pauvres grâce aux riches. Mais si on pense aux entreprises, aux banques, aux fonds de couverture, Adam Smith, par exemple, il voulait créer plus d'emplois grâce à tout cela. Il disait cela va avoir lieu, cela va se produire, mais il répétait comme un mantra que les dividendes allaient être réinvestis dans l'entreprise. Ce n'était pas l'idée d'acheter des choses offshore ou d'aller au Panama avec l'argent. Adam Smith ne disait jamais cela. Il ne disait ça, vous allez acheter 10 portions avec votre argent. Il a dit, vous allez réinvestir votre argent pour créer d'autres emplois pour les gens. Donc, je pense qu'il oublie ce problème de dérégulation. Lorsque il y a des lobbies qui émergent et après, on ne peut pas nous débarrasser du deuxième amendement aux États-Unis. Donc, il a raison, mais il a tort en même temps. Il faut s'organiser, il faut continuer, mais il faut réguler pendant des périodes de prospérité, surtout. Et c'est le problème que nous voyons aujourd'hui. Le 14 février, il y avait un problème en Floride, quelqu'un qui a tiré sur des personnes. Et on a vu que des étudiants du lycée de Douglas, les élèves, ont créé une révolution aux États-Unis. Surtout Emma Gonzalez. Il disait que c'était parce qu'ils avaient des profs qui enseignaient comment traiter ce genre de choses. Les États-Unis, de manière générale, comment est-ce que ce pays peut changer l'éducation en termes de politique, de règles? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aux États-Unis? Et je pense que Emma Gonzalez, elle a raison. Il faut commencer ça à l'école primaire. Et en fait, il y a une mission divine que ont les éducateurs. Et c'est là où on voit des divisions. Comment est-ce qu'on peut les éduquer en termes d'éthique en tant que... et ces enfants-là qui sont impliqués dans cette situation traumatique? Je ne sais pas ce qui va se passer. On pensait qu'avec le massacre de Sandy Hook, il y a 4 ans, qu'on aurait déjà eu des changements. C'était tellement terrible, mais il y avait un mouvement de déni. Et on ne voit pas cela avec l'épisode en Floride. En fait, il y a des gens en ligne qui nient l'événement de Sandy Hook. On ne voit pas cela avec ce qui s'est passé en Floride. On est arrivé à un point de bascule et je ne pense pas que cela va disparaître. Je serais intéressée de voir comment les éducateurs vont organiser leur lobby devant le gouvernement. Les politiques espèrent que dans 6 mois, tout sera fini et oublié. Donc, les éducateurs ont un rôle à jouer. Il faut continuer à mettre la pression et à montrer à leurs étudiants la valeur de l'activisme, mais à long terme, les efforts à long terme sont importants. Est-ce que nous disposons encore d'un peu de temps? Oui? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc, si vous voulez parler avec moi, je vais rester un petit peu dans le coin. Donc, merci de votre participation.